partie de votre bloc d'information présenté par la rédaction de la 2STV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors, comme vous le savez, nous allons parler justement de ces convocations qui se font de plus en plus nombreuses ces derniers jours, d'où la question que la rédaction de la 2STV a d'ailleurs émise. S'agit-il de reddition des comptes ou plutôt de traque politique? Justement, pour y répondre, nous sommes avec Monsieur Denis Ndour. Il est consultant en droits humains et professeur en sciences sociales. Monsieur Ndour, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et puis de vous encourager pour le travail que vous réalisez avec 2STV. Merci beaucoup. Et avec nous sur ce plateau, Madjigen Diouf. Madjigen, bonsoir. Bonsoir Khadijata Niassi, bonsoir aux téléspectateurs de la 2STV ainsi qu'à notre invité M. Denis Ndour, qui est le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Parlant des droits humains et des arrestations, on ne peut pas ne pas avoir un expert, d'autant plus que l'on parle de reddition des comptes, demande sociale et tout. D'autant plus que le chef de gouvernement a bien annoncé que ceci est une demande sociale par rapport au pouvoir sortant. Une raison pour nous de lui demander qu'est-ce qu'une demande sociale avant d'avancer sur le thème. Mais merci Madjigen, je pense que c'est important de définir un peu pour permettre aux téléspectateurs, aux auditeurs également, de comprendre un peu tout ce qu'on entend par demande sociale. Alors ça me pousse d'abord à mettre en exergue le fait que nous, en tant qu'acteurs des droits humains, on préfère mettre d'abord l'accent sur ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. C'est vrai, on dit qu'on ne peut pas faire en tout cas une priorisation par rapport aux droits pour dire ça c'est plus important que ça, mais quand même les droits économiques, sociaux et culturels, de façon indéniable, c'est quelque chose qui se reflète au niveau de la société et donc on parle de demande sociale. Aujourd'hui, le citoyen sénégalais, d'abord se préoccupe par rapport à ce qu'il doit manger. Ça, c'est le droit vraiment le plus fondamental, c'est-à-dire que la personne a au moins de quoi manger. Le citoyen se préoccupe également de toit, d'avoir un toit, le droit d'avoir un toit, de ne pas être dans des situations de location où tout le temps on te met dehors, où tu te demandes même où je dois être hébergé demain parce que je ne sais pas où est-ce que je vais passer la nuit. Le citoyen également dans ce droit social, on va également penser à la santé. Et le citoyen se dit, oui, moi je suis malade, mais je n'ose pas aller à l'hôpital parce que tout simplement, le médecin risque de me dire, tu n'as pas les moyens d'acheter les ordonnances que je vais prescrire, mieux vaut rester chez soi. Alors, également, toujours dans ce domaine social où on parle de demande, c'est également le citoyen qui n'a pas les moyens de payer la scolarité de son enfant ou qui n'a pas l'accès à l'éducation pour des raisons X parce qu'il se trouve dans un certain endroit du pays, en tout cas du territoire, qui l'empêcherait d'avoir les moyens pour amener son enfant à l'école. Alors, demande sociale, oui, par rapport au standard de vie du citoyen, demande sociale également par rapport à la gestion de la cité. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui viennent auprès des populations pour leur dire « nous voulons que vous nous mettiez devant vous pour gérer pour vous », ceux-là, ils doivent rendre compte. Donc vous trouvez qu'il urge de faire cette reddition des comptes? Pour moi, c'est très utile. Et peut-être là où peut-être il faudrait mettre un bémol, c'est l'approche. L'approche, pourquoi? Parce que pour moi, une personne qu'on doit auditer, ça doit rentrer dans le cadre normal des choses. On ne va pas venir, le directeur de la télé ne va pas venir vous dire « Alors, chers journalistes, on se met en rédaction, je vous informe que, voilà, on commence les audits, etc., tel épinglé. » Non. Il va faire ses audits et après avoir fait ses audits en toute discrétion, au moment où le travail continue de façon normale, on viendra après vous dire, en réunion, voilà les résultats de l'audit qui a été fait. Donc, malheureusement, ce n'est pas l'approche que le gouvernement est en train de prendre. Mais ceci est lié à un fait. Ce fait, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans les démocraties avancées, et au Sénégal, en Afrique de l'Ouest précisément, le citoyen est devenu beaucoup plus exigeant. Et c'est ce qu'on appelle l'exigence citoyenne par rapport à la gouvernance. Aujourd'hui, le citoyen n'est pas dans son coin pour dire
je vous ai élu, vous êtes là, faites comme vous voulez. Au moment venu, je viendrai vous demander compte et vous partez ou bien vous restez. Non. Aujourd'hui, le citoyen veut savoir ce qui se passe au jour le jour. Et ça, pour moi, c'était un peu l'élan de ce régime-là qui parlait de rupture systémique, de changement de système, pour dire tout simplement que l'exigence en matière de transparence pousse à parler de demande sociale parce qu'on s'est toujours dit, ceux qui gouvernent le pays, le plus souvent, c'est des gens qui se retrouvent pour partager un gâteau et que celui qui ne prend pas part à cela, c'est lui qui perd. Alors la majorité, c'est quoi? Ce sont les citoyens sénégalais. Donc ils ont droit de dire, ben, nous voulons savoir ce que nous avions confié à ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait de cela. Et bien aujourd'hui, on parle de falsification de chiffres, on parle de, en tout cas, de détournement, on ne peut pas le dire, puisque pour le moment, c'est la présomption d'innocence. Les juges d'instruction sont en train de faire le travail comme il se doit. Je rappelle, souvent on dit, le temps de la justice n'est pas le temps des citoyens. Oui, mais parfois les choses peuvent aller vite, comme les choses peuvent se ralentir. Mais sachez que le juge d'instruction, c'est un citoyen comme tout le monde. Il vit avec nous, il regarde le journal, il sait ce qui se passe, il a son épouse qui va au marché, ses enfants qui vont à l'école, et que l'actualité n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ça veut dire que toi, juge, même si on ne t'indexe pas aujourd'hui pour te dire que demain, c'est toi qui auras tel ou tel dossier, le juge peut anticiper dans ses investigations, peut avoir des données, des informations à sa disposition qui va faire que dès qu'on va déclencher les poursuites, bien entendu, la chose peut aller beaucoup plus vite. D'accord. Monsieur Ndour, vous parliez tantôt de la manière. Est-ce que peut-être cette manière qu'a ce nouveau gouvernement de faire ne va pas quelque part entacher cette action qui est une demande citoyenne, comme vous le dites? Parce qu'on a vu que dernièrement, il y a des autorités, ou en tout cas de l'ancien régime, qui voulaient sortir du pays, mais sur place, en tout cas à l'aéroport, on leur a notifié qu'ils n'avaient pas le droit de voyager. Est-ce normal? Dire que c'est entaché, ça c'est l'appréciation individuelle. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire c'est le normal, d'autres qui diront que ce n'est pas normal. Mais pour nous, acteurs des droits humains, pour toute arrestation, il faudra respecter ce qu'on appelle la dignité de l'individu. C'est-à-dire, une personne qui a été ministre de la République ou qui a eu une certaine responsabilité au niveau national ne peut pas être arrêtée comme ça, voilà, sans au moins une notification. Mais ce que les gens oublient, c'est que cette personne, même si elle est arrêtée sans notification, cette personne n'a pas besoin de faire de tintamarre, d'appeler la presse pour faire du bruit, et que ça peut être pour moi un moyen de manipuler un peu l'opinion. Mais cette personne devrait plutôt se plier à la procédure, c'est-à-dire j'ai un avocat de défense qui va respecter les procédures de défense pour que la procédure qui a été enclenchée, parce que il y a eu vice de procédure, pour que tout devienne caduc. Parce qu'en justice, dès qu'il y a vice de procédure, on recommence à zéro. Donc pour moi, l'approche pour moi n'est pas la bonne, puisque si on doit aller dans une discrétion pour voir ce qui a été là, pour évaluer, mais on n'a pas besoin d'en parler, de trop communiquer. Mais attention, dans le cadre de l'exigence citoyenne, les populations sont pressées de savoir comment ça s'est passé, qui a pris quoi, qui a fait quoi. Et là, le gouvernement, il est obligé de communiquer pour dire au moins à l'état des lieux par rapport à l'étape où nous sommes. J'imaginais, je le pense, je le considère, que l'État n'a pas tout dit. Le gouvernement n'a pas tout dit et que pour des raisons de restriction par rapport à certaines démarches enclenchées par la justice, pour éviter justement cette manipulation, soi-disant l'exécutif qui peut empiéter sur le judiciaire, ben, on ne peut pas tout dire parce que certainement la justice est en train de faire son travail. Mais nous, citoyens, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait une certaine transparence et qu'on ne dise pas il y a de chasse aux sorcières ou bien on a arrêté quelqu'un en ne respectant pas sa dignité. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Ce que nous sommes d'accord, c'est vrai, il faut une reddition des comptes. C'est normal, ça rentre
le normal des choses, mais ça doit se faire, pour moi, en toute discrétion, ça doit se faire également avec le respect des droits de l'individu. Notamment, pour moi, c'est le respect du droit de la défense. Aujourd'hui, on vous arrête. Vous avez le droit de dire « je n'ouvre pas ma bouche » tant que l'article 5 de l'UEMOA n'est pas respecté, c'est-à-dire il faut que mon avocat soit à côté de moi. Très bien. D'accord. Vous parlez des droits humains, c'est la Constitution même qui dit que tout citoyen a le droit à l'information. Et nous avons vu aussi la notification de diffusion de fausses nouvelles. Parlant d'état de droit et de démocratie, est-ce qu'on ne devrait pas dépasser cette étape de diffusion de fausses nouvelles, surtout avec l'accès à l'information et aux droits même? En tout cas, nous, on a beaucoup travaillé sur le droit à l'information. Et j'ai l'habitude de le dire, il faut faire la distinction entre l'accès à l'information et le droit à l'information. Aujourd'hui, au Sénégal, on se félicite parce qu'on a l'accès à l'information, quelque part parce qu'on a une pluralité de médias. On a plusieurs radios communautaires, plusieurs radios FM, on a plusieurs télévisions, on a les télévisions online, etc., qui fait qu'on peut avoir accès à l'information. Mais le droit à l'information, c'est plutôt vous, en tant que journaliste, d'avoir la possibilité d'avoir des archives au niveau national ou bien d'avoir l'autorité ou l'autorisation de faire des investigations dans un ministère où on parle de polémique, etc., où vous devez avoir une information qui est nécessaire pour que les populations ne soient pas dans la désinformation. Pourquoi aujourd'hui on parle de désinformation, de fake news, de infox? C'est parce que tout simplement la bonne information ne parvient pas aux populations. Et pour que la bonne information parvienne aux populations, il faut obligatoirement cette loi pour le droit à l'information. C'est une loi que nous, on avait draftée avec le ministère de la Justice, avec le régime passé, mais on ne sait pas depuis lors pourquoi cette loi-là ne peut pas voir le jour ni envoyée à l'Assemblée nationale pour que les citoyens puissent enfin se dire, on n'est pas là pour deviner, est-ce que lui il a fait ça, est-ce que l'État a fait telle dette, etc. Pourquoi l'État a signé tel engagement avec tel autre pays? Parce que tout est mystère. Et c'est pourquoi je dis, je ne suis pas d'accord avec ceux qui se disent des républicains ou qui se disent des hommes d'État, qui cachent des secrets aux Sénégalais, et après, à la retraite, on dit, je vais écrire mes mémoires, effectivement, telle chose s'est passée à telle époque. Je suis vraiment désolé, mais je pense que ce n'est pas respecter les Sénégalais, parce que c'est au moment où les Sénégalais ont besoin de l'information, c'est en ce moment qu'il faut leur donner l'information. Le retour sur l'utilité de l'information. Absolument. Évidemment, vous, en tant que journaliste également, la manière de diffuser l'information, vous devez vous faire votre propre autocensure. Puisque une information qui se donne, on doit toujours se dire quelles conséquences ça peut avoir sur le plan social, sur le plan économique. C'est une responsabilité. Et donc, sur le plan politique également. Une information peut être donnée et qui peut susciter voilà, une révolte, etc. Donc, on se dit, comment on doit donner cette information? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez la possibilité d'avoir des informations. Alors, les délits de diffusion de fausses nouvelles que nous avions demandé à ce que ce soit révisé pour ne pas que ça empiète dans ce qu'on appelle le rétrécissement de l'espace civique, c'est de dire, bon, les gens ont tellement peur qu'ils ne peuvent même pas commenter sur certaines choses parce que c'est relatif au gouvernement. Non, normalement, tout doit se dire sur la place publique, mais ça doit se dire avec respect, mais ça doit se dire également avec une certitude. Parce que quand on parle de fausses nouvelles, derrière, c'est qu'il y a une question de mauvaise foi, derrière, c'est qu'il y a une question de manipulation de l'opinion, et c'est pourquoi on parle de diffusion de fausses nouvelles, parce qu'il y a quelque part une partie où on va dire c'est des contre-vérités. Maintenant, devant la justice, si vous êtes d'accord que ce que vous avez dit, c'est vous qui l'avez dit, vous devez également être à même de justifier cela sans embâche, sans gêne, parce que vous avez les preuves pour étayer cela. Maintenant, il y a l'aspect aussi du phénomène des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'aime à le dire même en Wolof, souvent je dis, évitez de répéter une insulte. Parce que si vous me répétez ce que l'autre a dit en insultant, vous êtes en train d'insulter également. Et puisqu'on ne doit pas insulter, je peux dire, ah, peut-être Madjiguène, ce qu'elle a dit, ce n'était pas approprié. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne peux pas y revenir, mais ce n'était pas approprié. Ça, c'est plus sage
que de répéter et après on vous appelle, vous dites, ah non, c'est pas moi qui l'ai dit le premier, je l'ai entendu, c'était dans les réseaux sociaux, c'était dans une vidéo. Pour moi, c'est irresponsable. Donc, je pense que l'espace public doit être assaini dans le sens où tout débat peut se faire, mais que ce soit des débats vraiment de façon argumentaire, qu'on n'attaque pas les personnes, qu'on n'invente pas des choses sur les personnes, que tout ce que l'on dit, que ce soit quelque chose de bénéfique. Pourquoi? Parce que si moi je dois partager une information sur une personne et dans la finalité il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose de plus où les Sénégalais peuvent tirer bénéfice, c'est pas la peine. Tantôt, il faut aussi retenir que les médias sont aussi privés et la demande exige quelquefois. Parce que quand vous voyez, il est 20h, on parle des informations institutionnelles. Il y en a qui préfèrent d'autres informations. Donc, à chaque journaliste ou chaque personne qui se présente à la télé, de choisir son public, celui qui lui donne de l'argent, d'autant plus qu'ils sont tous des entrepreneurs. Mais pour revenir à la responsabilité, l'État a des institutions et des cours comme la Cour des comptes, OFNAC ou d'IGE, qui font des rapports sur ce qui a été fait durant des périodes bien déterminées. Des chiffres que nous avons eus du Premier ministre, c'est de la brèche entre 2019 et 2023. Et sur ce temps, nous avons vu qu'il y a des rapports qui ne sont toujours pas publiés. Pourquoi pas ne pas commencer par publier ces rapports d'abord pour la crédibilité, la responsabilité, mais aussi que chacun assume ses actes. Je suis tout à fait d'accord parler de politique. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dénoncé le fait qu'on nous donne des rapports avec des années précédentes. Pourquoi? Parce que ça ne nous permet pas d'être à jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut savoir ce qui se passe aujourd'hui. On vous dit non, vous n'allez pas savoir ça. Il faut attendre l'année prochaine, on vous dira ce qui se passe. Le public, de la gouvernance, quand on parle de bonne gouvernance, c'est justement quand on parle de démocratie participative, c'est que le citoyen, déjà, il a accès à certaines informations. Et donc, ça veut dire que ce sont les rapports. On a entendu ce qui s'est passé avant. Des rapports, on les a mis quelque part cachés. Bon, même dans le bon sens, parce que il y a des rapports, on ne les a pas cachés, mais on les a laissés dans les tiroirs. Je veux nommer les conclusions des assises nationales. Je veux nommer les conclusions de la CNRI. Pourtant, c'est des rapports que les Sénégalais devraient prendre en charge, s'approprier, pousser l'État à mettre en œuvre, et c'est dans les tiroirs. Donc, les rapports, ce n'est pas seulement pour condamner. D'ailleurs, quand vous regardez la Cour des comptes, dans ces rapports, ce n'est pas seulement de mettre en exergue des velléités, c'est aussi pour rectifier la façon de gérer la chose. C'est-à-dire, il y a eu erreur dans la gestion, il y a eu erreur dans l'approche de gérer les choses. Donc, on vous aide, on veut vous aider en vous disant que c'est comme ça que vous devriez faire. Donc, pour moi, les rapports doivent être des rapports au jour le jour. Pas nous attendre jusqu'à l'année prochaine pour nous dire que maintenant, voilà, c'était le rapport de l'année dernière. Mais aujourd'hui, on a tellement épilogué sur l'affaire de Covid-19, mais on n'en parle plus. Et pour moi, avant même de parler de quoi que ce soit, on doit éclaircir la lanterne des Sénégalais sur cet aspect des 1000 milliards, je ne sais pas combien, qui ont été détournés avec Covid-19. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État gagnerait à informer les populations et vraiment de façon spontanée et ne pas laisser les populations dans le suspense, parce que dans le suspense, les informations se créent. C'est en ce moment qu'on dit, il paraît que, d'ailleurs, récemment, il y a eu une information que le gouvernement a démentie par rapport à des salaires, mais c'est pour éviter, c'est parce que quelqu'un a entendu quelque chose. Mais, ou bien, voilà, des informations qui ont fuité. Pour éviter ça, l'État doit informer en temps réel, avec les mots qu'il faut approprier, pour que les populations puissent se dire, on n'a pas inventé parce qu'on sait que la source c'est là-bas. Ça veut dire que vous aussi, journalistes, vous avez accès à cette information-là. Sinon, nous, citoyens, on ne pourra pas avoir accès, puisque vous, c'est votre rôle, c'est votre métier. Donc moi, je pense que la reddition des comptes, c'est quelque chose de normal. Dans une société qui se respecte, dans une démocratie en état de droit, absolument, il faut la reddition des comptes. Mais dans cette reddition des comptes, je pense qu'il faut quand même certaines doses de discrétion. On n'est pas dans la dénonciation du genre chasse aux sorcières ou vengeance ou rancune. Non, on est dans le sens de construire. Dans le sens de construire, pour moi, c'est de dire, ah, on vous a confié ça, qu'est-ce que vous avez fait de cela? Il y a des gens qui ont l'expertise de jauger
d'évaluer et ils vont mettre ça sur la table en ce moment. Maintenant, l'approche, c'est de dire, en le faisant, on le fait en respectant la dignité de la personne humaine. D'accord, Kadia. Pour terminer, juste pensez-vous que le pôle financier juridique fera la dissolution entre la politique politicienne et la bonne gouvernance? Alors, dans toute institution, d'abord, c'est comme quand on parle de l'indépendance de la justice. Certains me disent, j'ai des amis magistrats qui me disent, Denis, ne nous fatigue pas avec l'indépendance de la justice, puisque nous sommes juges, on est libres. Mais cette liberté-là, vous l'exercez à votre libre conscience quand vous allez prendre vos décisions, mais parfois, l'aspect institutionnel peut aussi vous empêcher de prendre ce que vous devez prendre comme il le faut. Si on prend l'exemple du parquet qui n'est pas séparé avec la manière de nomination, etc., donc on dit qu'il faut couper ce cordon bleu. Maintenant, pour en revenir au parquet financier, oui, moi je pense que aujourd'hui on doit faire confiance à ce pool de magistrats, parce que ce qu'on craignait, c'était qu'on va poursuivre des gens, ils n'ont pas le droit de réponse, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'appel. Aujourd'hui, il y a possibilité d'appel. Que ceux qui seront poursuivis puissent avoir le respect du droit à la défense, pour ne pas qu'on dise, oui, c'est des juges partis parce qu'ils sont du côté du pouvoir, etc. Non, on va avoir vraiment un parc. D'ailleurs, moi j'aime donner l'exemple du Bénin, qui ont commencé cela depuis longtemps. Eux, ils parlent de criette pour les crimes financiers. Parce qu'on ne peut pas aussi dire crime parce que lui, il a volé, il a tué, alors que celui-là, il a volé une poule, il a tué une personne, alors que celui-là, il a volé l'avenir, il a hypothéqué l'avenir de génération en génération en prenant des milliards. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Denis Ndour, consultant en droits humains. Il était notre invité dans ce bloc d'information du jour où nous parlions de reddition des comptes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Madjiguène Diouf. Merci à nos amis téléspectateurs à qui nous donnons rendez-vous dans quelques instants pour la grande édition du soir.